situation au Congo-Brazzaville. Comme vous le savez tous, ce pays d'Afrique centrale fait partie des nombreux pays africains qui tiennent un scrutin, au moins un scrutin pendant cette année 2016. Le sien est passé, c'était le 20 mars dernier, et tout le monde est actuellement dans ce début de crise post-électorale qui secoue ce grand pays d'Afrique centrale. Et donc nous allons en parler en présence de M. Benoît Koukebene, qui a été ministre à la fois du pétrole et des hydrocarbures de façon plus générale. Il nous entretiendra de la manière dont tout cela se déroule au sein de l'opposition, de la manière dont il le voit depuis son exil ici en France. Donc le thème de cette conférence que nous organisons en tant que Club de l'information africaine, vous le connaissez déjà, c'est après le hold-up électoral, massacre à huis clos. Et je voudrais dans un premier temps déjà donner la parole à Maître Pantou qui va nous entretenir de ce qu'il sait, des suites qui peuvent être données à ce qui se déroule actuellement au Congo. Et puis il introduira également notre intervenant du jour, M. Benoît Koukebene. Vous avez la parole, Maître. Mesdames, Messieurs, chers amis, combatif. Oui. Combatif, mais aussi responsable, avec une volonté affirmée de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Voilà les traits qui me paraissent caractériser M. Koukebene au moment où je le présente. M. Koukebene a ce trait de caractère dans tout ce qu'il a fait et ce qu'il fait aujourd'hui. Après le lycée Victor Augagneur à Pointe-Noire, des études de mathématiques à Paris 6, un diplôme d'ingénieur obtenu à l'Institut français du pétrole, M. Koukebene, fraîchement engagé au sein de la Société nationale des hydrocarbures au Congo, va réfléchir à la reformulation des rapports liant son pays, donc le Congo-Brazzaville, aux compagnies de pétrole. Et c'est à la suite de ces négociations difficiles que finalement le Congo parvient à moderniser des rapports moyenâgeux de contrats de concession pour les remplacer par ce qu'on appelle aujourd'hui les contrats de partage de production et qui ont permis au Congo d'engranger des revenus importants. Mais vous savez que, malheureusement, ces revenus ont servi à l'enrichissement d'un clan aujourd'hui. À la suite du coup d'État de 1997, M. Sassou Nguesso s'empare du pouvoir et force à l'exil la majorité des cadres congolais. M. Koukebene ainsi que la plupart des membres du gouvernement Lissouba vont se retrouver en exil et, en tout cas pour sa part, M. Koukebene vit en France depuis 2 décennies, mais il n'a pas coupé les contacts avec son pays. Vice-président de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADS, qu'il a d'ailleurs contribué à réorganiser dans les années 2006, en même temps qu'il fondait l'ONG Téléma, Benoît Koukebene vient de mettre en place la radio Téléma, la première radio web au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire un outil important qui peut permettre aux citoyens et à l'opposition congolaise de préparer une alternative démocratique. À l'approche de l'élection présidentielle de 2016, à laquelle, vous le savez, M. Denis Sassou
Nguesso s'est présenté grâce à une réforme constitutionnelle qui a été contestée, Benoît Koukébéné n'a pas hésité à soutenir le général Jean-Marie Michel Moukoko. Benoît Koukébéné, je l'ai dit d'entrée de jeu, est un homme combatif. C'est un homme responsable. C'est quelqu'un qui tient absolument à ce qu'il y ait une alternative crédible au Congo. Je pense que on peut dire sans se tromper aujourd'hui que c'est l'un des acteurs majeurs de l'opposition politique congolaise. Et c'est dans ces conditions que je trouve intéressant de suivre M. Koukébéné et en tout état de cas de l'écouter. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Merci, maître. Merci. Dans mon pays, et chacun le sait, les portes sont closes. Il y a 2 semaines, c'était pour y frauder. Et à présent, pour y massacrer à huis clos. Mesdames et messieurs, chers amis des médias, j'ai souhaité vous rencontrer car seules vos plumes peuvent mettre sous les yeux du monde les souffrances des populations congolaises. Seuls vos reportages allégeront les malheurs imposés par une vieille tyrannie abjecte et corrompue. Jusqu'ici, vous avez été maintenus à l'écart parce que la presse libre est un danger vital pour toute tyrannie, comme en témoigne l'exemple récent des brutalités subies par vos confrères du journal Le Monde et de l'AFP à Brazzaville le 23 mars dernier. Alors, ne rompez pas, ne cédez pas. Vous êtes l'un de nos recours. Vous le savez tous, aucune tyrannie ne recule devant le droit. En vérité, elle se perpétue par un chapelet d'intimidation, d'arrestation, de faux procès et de massacres. Ainsi, après les hécatombes de la guerre domestique et étrangère de 1997, qui fit 10 000 morts et plus de 800 000 déplacés, après le carnage et les incinérations du Beach de Brazzaville en mai 1999, qui firent 350 disparus, entre griffes, après les sanglantes répressions de Pointe-Noire où le peuple contestait la réforme de la Constitution et qui fera plus de 40 morts en novembre 2015, après les meurtrières attaques des quartiers sud de Brazzaville et de nombreuses arrestations au lendemain des présidentielles du 20 mars 2016, où l'on dénombre des centaines de morts et des milliers de déplacés, voici que le tyran de Brazzaville canonne, bombarde depuis 15 jours les populations du département du Pôle. Avec un quadruple objectif politique: consolider la fraude électorale, intimider les opposants, maintenir à distance la presse libre, imposer un état de fait aux chancelleries occidentales. Alors, je m'interroge. Pourquoi les critères qui ont prévalu à Srebrenica, en ex-Yougoslavie, avec le massacre de 8000 Bosniaques, ne vaut-il pas pour le Pôle, où le nombre de victimes est bien plus élevé, si l'on cumule tous les massacres qui s'y sont déroulés ces 20 dernières années? En tout cas, les massacres en cours au Congo-Brazzaville
nous réintroduisent au cœur de la violation des droits fondamentaux, car elles portent directement atteinte aux droits humains tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et les conventions de Genève de 1949. En témoigne le rapport alarmant du 13 avril 2016, c'est-à-dire hier, du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, exhortant le gouvernement congolais à garantir aux acteurs humanitaires l'accès à la région du Poul, et ce, sans délai. Qui osera dire que nous ne sommes pas en présence d'un crime de masse? Massacre de masse qui s'apparente de fait à un génocide. Les journalistes doivent tous être des Raphaël Lemkin. Pour les populations du Poul, ne vous trompez pas, dans le Poul, c'est l'humanité qui est frappée et atteinte. C'est pourquoi, outre les journalistes, j'en appelle à la mobilisation immédiate de toutes les grandes agences humanitaires du monde pour apporter une sépulture décente aux morts, pour aider les déplacés de l'intérieur, pour prévenir le développement des pathologies, Ebola, typhoïde, malaria, etc. Aussi, organiserai-je dans les jours qui suivent une rencontre du même type avec les ONG. Chers amis, mesdames et messieurs, la tyrannie n'a de cesse de violer les droits du citoyen. Parce qu'en tyrannie, il n'y a pas de citoyen. Il n'y a pas de citoyen parce qu'il n'y a pas de cité politique. Mais plutôt une organisation pour le plaisir d'un seul, comme le dit Aristote, et pour le profit de son clan. Le Congo-Brazzaville n'est pas une cité politique. Le système en place bafoue de manière continue les droits élémentaires des citoyens. Nous l'avons vu avec la fraude électorale, la confiscation des élections, l'arrestation des opposants, la pression sur la Cour constitutionnelle et j'en passe. Et face à de tels drames, les chancelleries procèdent par reculade politique, myopie diplomatique et finalement par ménagement de la tyrannie. En concédant de la sorte, elles finiront par produire et justifier une guerre de dislocation du Congo, à l'instar de l'ex-Yougoslavie. Scrutez bien les événements, s'il vous plaît. En décembre dernier, un fait a été considéré comme anodin, secondaire, voire dérisoire. La proclamation de l'indépendance du sud du Congo par Modeste Boukadia et son arrestation le 15 janvier dernier. C'est un immense cri de désespoir. Si nous n'y prenons garde, les citoyens portés au désespoir tenteront des aventures inutiles et périlleuses. Je vais m'arrêter un instant et nous allons essayer de rentrer en contact avec Brazzaville si c'est possible. Quelqu'un va devoir vous parler. Je vais demander au grand frère Aimé Ongonga de pouvoir essayer d'établir le contact avec Brazzaville. Alors, il s'agit du général Jean-Marie Michel Moukoko. Ok, tu peux y aller, mon général. Écoutez, je parle dans les conditions qui sont qui ne sont pas très faciles, comme vous pouvez l'écouter. Donc, je disais que j'ai eu le malheur, moi, de solliciter le suffrage de mes compatriotes parce que j'estimais que c'était mon droit de citoyen. Il me semble que ça a été perçu comme un crime de lèse-majesté et depuis que j'ai foulé le sol national le 9 février 2016, bon, j'ai été l'objet, comme vous l'avez entendu par vos confrères, ici je suis en face des journalistes, bon, j'ai été l'objet de toutes les tracasseries et d'une tentative je pourrais le dire maintenant, d'assassinat le jour même où je foulais le sol
certainement entendu parler. Et si je suis en face des professionnels de l'information, vous savez très bien que cette vidéo a été montée. Bon, je reconnais avoir été un peu léger dans l'échange que j'ai eu avec des gens qui avaient été manifestement préparés pour me piéger. Alors, malgré tout, j'ai fait une semaine de campagne parce que j'ai été tout le temps fracassé par ces convocations de la sécurité. J'ai fait une campagne magnifique avec les moyens et les moyens avérés. Et j'en suis sorti avec la condition que j'avais l'option populaire. Et vous savez très bien comment les élections ne sont pas gagnées. J'ai décidé dès mon arrivée à dénoncer la manière dont les élections étaient organisées, notamment en ce qui concerne la commission indépendante, puisque je suis quand même quelqu'un qui a organisé beaucoup d'élections sur le continent africain, et je sais ce que ça veut dire une commission indépendante. Donc je n'ai pas du tout été surpris par les résultats tels qu'ils ont été annoncés, mais je puis vous dire que d'après les résultats en notre possession, je suis largement arrivé en tête, même si j'ai été déclassé, rétrogradé au rang de troisième. Alors voilà, donc à l'issue de l'organisation des élections que je savais que c'était dès le départ, mais qu'il était important pour vous de participer à ce débat pour ne serait-ce que mettre sur la place publique la manière dont ces élections étaient organisées. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une personne de savoir que cette élection a été volée. Alors, conformément aux et règlements du pays, voyant en face d'une forfaiture comme celle-là, moi j'ai lancé avec les 5 autres partenaires partisans de l'alternance démocratique, nous avons lancé un appel tout à fait qui devait se faire dans des conditions prévues par les textes en vigueur dans notre pays, donc un appel à des manifestations pacifiques. Et la meilleure façon de démontrer que c'était une manifestation pacifique, c'est que... Excusez-moi mon général. Un journaliste voudrait vous poser une question. Bonjour mon général, ce sera une question à tiroir avec trois niveaux. La première déjà, j'entends bien que vous contestez le résultat des élections, mais est-ce que vous avez déjà pu déposer un recours auprès des institutions qui devraient accueillir ce type de démarche? La deuxième, quelle est la situation humanitaire concrète aujourd'hui dans le pays? Et puis la troisième, où en êtes-vous des alliances et de la marche à suivre pour la suite des événements? Écoutez, en ce qui concerne les recours, nous avons eu, par rapport à ce qui s'est passé, on nous avait dit que le délai pour engager un recours était de 5 jours, mais les résultats avaient été publiés de façon orale. Alors que les résultats devraient être publiés soit de façon écrite, soit par un arrêté du ministre de l'Intérieur, les résultats provisoires, j'entends, ou par diffusion par journal officiel. J'ai personnellement écrit à la commission avec ampliation à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême. Bon, ça a été frappé d'un refus. Je pense que le ministre de l'Intérieur n'avait pas compris. Et naturellement, on s'est retrouvé dans la situation où nous, on considérait que les résultats ne pouvaient être pris en considération qu'une fois publiés par un texte réglementaire. Bon, naturellement, on s'est retrouvé donc devant le refus du ministre de l'Intérieur, qui n'a rien compris à la lettre. Nous sommes retrouvés naturellement hors délai, et de toute façon, ça ne servait à rien avec une cour constitutionnelle. Peut-être que vous n'avez pas su les détails, mais il me semble qu'à un moment, on gère la plainte dans le dos pour qu'il siège. Donc voilà en ce qui concerne le recours. En ce qui concerne la situation humanitaire, je ne pourrais pas vous dire avec précision, je pense que les témoignages sont assez nombreux pour dire que ce qui se passe dans le cours est effroyable, dans la mesure où on utilise les hélicoptères de combat. Parce que vous savez, bon, ça fait 6 semaines que je suis assigné à résidence sans que ça m'ait été signifié de façon officielle. Ma résidence a été entourée par des éléments
général qui avait été mis à la disposition de sécurité qui a été totalement levé. Donc en ce moment, je me trouve tout seul avec mon cuisinier qui a eu la pudeur de ne pas me quitter. Et donc je suis là depuis 2 semaines. Donc je ne pourrais pas vous parler avec précision de ce qui se passe dans le pool, mais je sais que quand on engage dans un pays comme le nôtre des hélicoptères de combat, alors c'est l'on tire à la roquette sur ce qu'on considère comme étant mis à abattre, bon, vous comprenez, ça doit faire beaucoup de dégâts. Donc moi je ne suis pas du tout les témoignages qui vous parviennent à travers les gens qui écoutent en mal, et vous savez que cette région est fermée. Il n'y a aucune ONG ne peut s'y rendre, il n'y a aucun journaliste qui ne peut s'y rendre, parce qu'on détecte qu'il s'agit de populations de sécurisation, etc. Donc, les témoignages que vous avez, vous pouvez les considérer comme étant des parce qu'on utilise quand même des hélicoptères. La troisième question, je me rappelle plus là-dessus, les alliances. Bon, écoutez, nous étions dans une situation, vous avez appris que les grands collègues ont pratiquement accepté le verdict qui a été annoncé par le pouvoir en place. Moi, je considère que cette élection a été fournie. Je suis toujours dans cette disposition. Maintenant, vous savez que nous sommes dans un pays où tout peut arriver. Donc, on peut tout faire, et par la corruption, et par les menaces, etc. Bon, vous apprendrez par exemple que Madame Marie est en clé de prière, au comité sanitaire est également dans le même cas que moi, et moi, ça fait 2 semaines donc, que je suis dans cette situation. Alors, si on vous dit que c'est un pays où la démocratie est respectée, où les libertés individuelles sont respectées, bon, les bras en tombent au moment où je vous en parle. Ok, merci mon journal. Nous sommes pris par le temps et merci pour votre intervention. Merci infiniment. À bientôt. Excusez-moi, ça a pris un peu de temps, mais comme vous avez pu ceux qui ont pu entendre quelque chose, parce qu'on était un peu gênés par la technologie, on n'a pas pu avoir une ligne comme on aurait pu tirer ici, qui aurait été plus facile, n'est-ce pas, pour passer la communication. Mais c'est clair. On tue à huis clos, je venais de le dire. On bombarde, on canonne avec des hélicoptères de combat. Donc c'est ce que nous avons intitulé le massacre à huis clos. Alors je prends mes propos, si vous voulez bien. Mes chers amis, nous restons fermes, purs et fidèles à nos objectifs, dont le principal est le refus catégorique du hold-up électoral. Comme l'ont si bien exprimé Jean-Marie Michel Moukoko, Charles Zakari Boao, Okombi Salissa et Claudine Minari, dont je salue ici, et avec émotion, le grand courage politique, et qui montre à tous que tout n'est pas encore joué au Congo-Brazzaville. Le hold-up électoral en cours ne durera qu'un temps. La situation pour nous est tranchée. M. Denis Sassou Nguesso a des armes de destruction massive et nous lui opposons la force du peuple et les armes de la concertation et du dialogue. Pour moi, il est possible d'être adversaire politique sans s'entretuer. C'est cela la culture démocratique. Sur ce rapport, sans doute le temps est-il venu pour que M. Denis Sassou Nguesso apprenne à voir les autres et accepter la vérité sortie des urnes. Car la violence est d'abord la perte de soi. Et si on y prend garde, elle contamine tout le corps social. Nous continuons de penser que chez nous, en Afrique, il y a une solution à tout problème sociétal. Vous savez, nous avons l'arbre qu'on appelle le palabre. Mais pour peu que l'on daigne accepter les vertus du dialogue et de la confrontation des idées,
Est-ce que M. Sassou les respecte? À cet égard, nous lançons un appel aux chefs d'État de la sous-région, éventuellement appuyés par les États démocratiques, pour une médiation qui aide le peuple congolais à sortir de cette crise et permette à M. Denis Sassou Nguesso, pourquoi pas, d'avoir une sortie honorable. Chers compatriotes, chers représentants de toutes les régions du Congo ici présents, je vous remercie et je reste persuadé qu'ensemble, nous bâtirons une nation congolaise unie, fière et forte. Mesdames et messieurs les journalistes, permettez-moi, au nom du peuple congolais, de mes amis des patriotes réunis ce matin, de vous remercier à la fois pour votre attention et pour les messages que vous ferez passer auprès de vos rédactions respectives. Une fois encore, merci. Merci. Je pense qu'on peut entamer la phase d'échange avec la salle. J'ai vu des doigts se lever, notamment celui de M. Malou Malou. On prendra peut-être 3 questions. Après, ce sera Makaïla, puis Lilo. Allez-y. Arthur. Bien, merci Louis. En fait, vous avez déjà posé la question, mais je n'ai pas pu entendre la réponse du général. Alors, je vous la repose, Monsieur Koukebene. Quelle est la marche à suivre? Quelle est la prochaine étape? Et on sait qu'il y a des dissonances au sein de l'opposition. Il y a par exemple Guy Parfait Kolela qui a accepté la décision de la Cour constitutionnelle qui valide la victoire de Denis Sassou Nguesso. Et donc, au sein de l'opposition, il y a des dissensions. Et comment allez-vous régler ce problème et pour que finalement l'opposition parle d'une même et seule voix? Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Makaïla Ngebla, journaliste indépendant et blogueur tchadien. Alors, je participe à cette conférence dans le but, effectivement, parce que je m'intéresse sur la question au Congo, je viens du Tchad. On a beaucoup de similitudes politiques, similitudes, effectivement, de répression. Tout à l'heure, la vidéo nous a tellement émus. Et je voudrais vous demander quelle lecture faites-vous par rapport à l'attitude d'un certain nombre de partenaires du Congo, notamment l'Union africaine, la France à travers le Parti socialiste avait fait sortir un communiqué de presse pour effectivement dénoncer ce qui se passe au Congo. L'Union européenne reste timide. Est-ce que vous êtes encore... est-ce que la communauté internationale reste crédible à vos yeux en tant que force démocratique congolaise? Face à cette situation, est-ce que vous croyez quand même à la possibilité d'alternance pacifique dans ces pays où ça fait pratiquement 30 ans que M. Nguesso est au pouvoir? Merci. 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 Lilo Miango, journaliste panafricain de la République démocratique du Congo, magazine Ngambo na Ngambo. Son Excellence, la diaspora congolaise, ça relève de l'inédit, est devenue un acteur majeur dans la géopolitique. Comment comptez-vous, en termes de travail sur le terrain, intégrer ou pour créer des synergies avec cette diaspora congolaise par rapport notamment et à la situation actuelle et dans le futur pour l'alternative que vous envisagez? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à M. Benoît Koukebene pour les réponses à mes 3 confrères. Oui, je voudrais répondre donc à M. Arthur. Oui, tout à fait. Sur les divergences de l'opposition. Je voudrais vous dire que dans tous les combats, dans toutes les guerres, il y a toujours eu des discordances à certaines étapes du combat. Le cas que vous citez, c'est un cas réel, effectivement. Et nous en sommes conscients.
nous pensons que M. Kolela, et vous avez oublié de citer M. Tsati Mabiala, ce sont des compatriotes. Je pense que par rapport à ce qui s'y déroule, dans notre pays, nous allons tout essayer pour leur faire comprendre à quelle étape nous nous trouvons aujourd'hui. Leur faire comprendre combien les Congolais souffrent aujourd'hui pour qu'ils essayent d'infléchir un peu leur position, pour qu'ils nous rejoignent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Avec M. Sassou Nguesso au pouvoir, on ne peut rien faire. Et ça, il faut qu'ils le comprennent. Toutes les manœuvres clandestines ne servent qu'à faire souffrir le peuple congolais. Il faut qu'on sorte de cette situation. Mais attendez, on ne peut pas parler d'élections législatives au moment où on bombarde le poule, au moment où les compatriotes sont en train de mourir. C'est quelque chose de surréaliste tout simplement. Oui, il y a des divergences, mais nous allons essayer ensemble de gérer ces divergences. La deuxième question, c'est M. Makaila. Il a fait d'abord la similitude qui est juste entre le Congo et le Tchad sur les problèmes électoraux, ça c'est vrai. La prochaine étape, nous continuerons la mobilisation parce que nous pensons que M. Denis Sassou Nguesso, comme je l'ai dit dans mon texte, doit partir. Nous lui trouverons les formes pour qu'il parte, mais il faut qu'il parte. Et maintenant, vous allez me dire, mais s'il ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous répondre. Déjà pendant l'investiture, puisque l'investiture est prévue samedi, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que nous ferons? Le peuple sera mobilisé. Vous avez bien suivi la déclaration de Mme Claudine Munari. Et au moment où nous parlons, le fait qu'elle ait déclaré qu'il faut que les femmes se lèvent, que les Congolais se lèvent pour contester tout ce qui est en train de se produire, le fait de le dire, elle est aujourd'hui encerclée dans son domicile. Aujourd'hui, au moment où je vous parle. Ça, c'est pour vous dire... Mme Minari a été candidate à... Elle a été candidate, mais elle n'a pas accepté, n'est-ce pas, le hold-up fait par Denis Sassou Nguesso. Elle est contre cela. Donc, elle a rejoint en cela le général Jean-Marie Michel Moukoko. Elle a rejoint en cela Okombi Salissa. Et elle a rejoint en cela Charles Bouao et ce que nous faisons nous-mêmes ici. La diaspora que vous voyez ici, c'est ce que nous faisons avec eux. Alors, ça se pourrait, comme il a des armes de destruction massive, comme il contraint les gens à une migration intérieure, comme il tue, comme il pille. Vous devez savoir, M. Arthur, lorsqu'un peuple est acculé, lorsqu'un peuple est massacré, le peuple a droit à l'insurrection. Je crois que je répondais à votre question. Merci. Celle de Makaila Gebla. Alors, celle de Makaila, je disais que effectivement il y a une similitude entre ce qui se passe au Tchad et ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est vrai. Donc ça, nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, sur l'attitude de la communauté internationale, d'une façon générale. C'est vrai, il y a beaucoup de timidité qu'on constate, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est gênant pour nous. Mais j'aimerais vous faire aussi une confidence. Hier matin, j'ai reçu un courrier des autorités françaises. Hier. Dans ce courrier, la France réaffirme les dispositions de l'Union africaine. La France réaffirme les dispositions de l'OIF qui disent de s'opposer à tout ce qui serait antidémocratique du point de vue de l'élection, tout ce qui serait antidémocratique dans ce qu'on appelle la modification de constitution pour se maintenir au pouvoir. Et c'est clair dans le document que j'ai reçu. De ce point de vue, j'estime que la France l'a exprimé clairement, mais même si
Et l'Union européenne, je dois aussi ajouter, avait déjà fait une déclaration dans laquelle l'Union européenne conteste la manière dont les élections se sont déroulées dans notre pays. D'ailleurs, ils n'ont même pas voulu envoyer des émissaires, des observateurs pour assister à ces élections. Le Parti socialiste français a aussi fait une déclaration dans ce sens. Il faut le savoir. Mais quel que soit ce que l'extérieur peut faire, quel que soit ce que l'extérieur peut dire, le problème incombe aux Congolais. C'est à nous, les Congolais, de faire ce que nous avons à faire. Si nous ne le faisons pas, alors ne pleurnichons pas, parce que ce n'est pas les autres qui vont venir faire le travail à notre place. Voilà. Troisième question. Voilà. Comment créer, ça c'est M. Lilo Miango, comment créer une synergie à l'intérieur actuellement et pour l'avenir à l'intérieur de la diaspora congolaise. Les diasporas congolaises. Effectivement, il y a des diasporas congolaises, ça c'est vrai. Vous savez, lorsque un pays est détruit comme Sassou a eu à le faire, parce que ça fait quand même plus de 30 ans qu'il est là, il y a des enfants qui ne connaissent que lui comme président. Et il y en a qui le connaissent plus ou moins. Et dans sa pratique, il s'est toujours évertué à diviser le pays. Ça a été c'est sa marque de fabrique. C'est toujours diviser le pays. À une série de choses du genre nord-sud, ce qui me fait mal au corps parce que je conteste ça, je déteste ça. Moi, je suis congolais. Et tous les Congolais du nord et du sud sont mes frères et mes sœurs. Ça, c'est ma marque de fabrique. Quand j'étais aux affaires, je dois vous le dire parce que vous me donnez l'opportunité, ceux qui ont connu le Congo à cette époque pourront vous montrer que dans mon cabinet, il y avait tous les Congolais. Il n'y avait pas un cabinet qui appartenait à la famille Koukébéné. Non. J'ai pris les cadres qui étaient compétents. C'est ceux-là que j'ai mis dans mon cabinet. Et c'est pour ça que nous avons eu les résultats que vous connaissez là aujourd'hui. Alors, la diaspora, c'est presque le prolongement de ce qui se passe au Congo, il faut le savoir. La division qui est créée au Congo, elle est translatée jusqu'ici. Et nous avons effectivement des difficultés à réunir cette diaspora dans un ensemble commun, sous une direction commune. Mais nous n'allons pas désespérer, puisque je me rends compte, vous avez pu vous rendre compte, il y a des déclarations qui se font, si vous suivez les réseaux sociaux, il y a des lettres qu'on envoie au président Hollande, il y a des déclarations qu'on envoie aux Nations Unies, même si ça se fait de façon un peu disparate, mais l'objectif reste le même. Donc, à partir de ce moment, moi, je suis confiant. Je suis confiant, je sais que nous allons nous retrouver forcément. Nous allons nous retrouver parce que le sujet qui nous préoccupe, le sujet qui est posé nous préoccupe tous de la même manière. Les souffrances que nos populations subissent, nous les subissons de la même manière. Ceux qui meurent là-bas, c'est nos parents à nous tous. Donc je n'ai pas peur pour ça. Nous allons travailler, c'est vrai, pour l'instant, c'est un peu disparate, mais nous allons poursuivre, n'est-ce pas, ce travail pour que la diaspora reste unie pour la cause que nous sommes en train de défendre aujourd'hui. Merci. Bedel Baouna, originaire du Congo-Brazzaville, journaliste indépendant. Alors, M. Koukébéné, j'ai 3 questions à vous poser. La première, c'est que nous sommes ici à Paris et nous parlons en français. Alors, donc, la première question d'ordre général que je vous pose est la suivante. Pourquoi diable, c'est seulement dans les pays francophones que ça se passe mal? Tout le mois de mars, il y a eu des élections en Afrique, mais des élections sujettes à caution, que ce soit au Niger, au Tchad, au Congo-Brazzaville, et bientôt en RDC et au Gabon. Pourquoi c'est seulement dans les pays francophones? Est-ce la faute à l'Élysée ou au Quai d'Orsay? Je voudrais avoir une réponse claire de votre part. La deuxième question, M. Koukébéné, avec le recul, ou bien je dirais même a fortiori, est-ce que la stratégie mise en place par l'opposition à 5 candidats, c'est-à-dire cette stratégie qui consistait à priver M. Sassou des voix du Niari, du Poul, de la Bouenza,
Est-ce que, a fortiori, cette stratégie-là, finalement, ne se révèle-t-elle pas calamiteuse, médiocre, nulle? Dans la mesure où Kolela et Tati Mabiala, qui, de façon implicite, ont reconnu la victoire de M. Sassou, est-ce que, finalement, n'apparaissent-ils pas comme étant des accompagnateurs de M. Sassou? Est-ce que cette stratégie-là, finalement, n'était-elle pas inutile? Alors, troisième question, et la dernière, il y a un syntagme nominal cher à M. Charles Zakari Bouao, qui est la contradiction performative. Alors, aujourd'hui, au moment où nous parlons, quelle pourrait être la contradiction performative de l'opposition congolaise que vous représentez ici, et comment comptez-vous la dénouer? Merci. Merci. Sidi Kaba. Bonjour, je suis Sidi Kaba, je suis journaliste. Monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez nous donner des informations, si vous en avez naturellement, sur la situation au sein de l'armée congolaise? Quelle est la situation au sein de l'armée, puisqu'elle peut jouer un rôle important dans cette situation? La deuxième question, au Burkina Faso, on sait que, comme vous l'avez rappelé, c'est le rapport de force interne qui a été déterminant dans l'insurrection populaire. Et on a constaté que le rapport de force a pu se construire à travers une alliance entre les partis politiques et les organisations de la société civile. Est-ce qu'il existe des organisations de la société civile suffisamment importantes au Congo, les syndicats, les organisations avec lesquelles vous pouvez construire ce type de rapport de force? Merci. Merci. S'il n'y a pas de troisième, bon, la troisième question de la... Bonjour, Dimitri Mbappé, la voix de la diaspora, Diaspora Post Magazine. Je vais vous poser deux questions, M. Benoît Koukebene. La première, à vous entendre parler, on dirait que vous êtes surpris de l'attitude de Denis Sassou Nguesso, qui n'est pas quand même à sa première forfaiture, qui n'est pas à son premier crime. Donc, aujourd'hui, est-ce que l'opposition congolaise est véritablement prête à affronter Denis Sassou Nguesso? Je crois que vous suivez mon regard. Vous avez évoqué tout à l'heure, au moment de votre annonce, de votre propos, une possible ou une éventuelle sortie honorable de Denis Sassou Nguesso. Est-ce à dire que vous ferez l'impasse sur les 750 000 morts, sur toutes les meurtrissures et toutes les atrocités vécues par le peuple congolais? Donc je vous remercie, monsieur. Merci pour vos trois questions. Alors, M. Bedel, vous avez parlé des crises en Afrique francophone. Et vous voulez savoir pourquoi ça ne se passe que dans cette zone. Et si c'est la faute à l'Élysée? Et si c'est la faute à l'Élysée ou au Quai d'Orsay? Je vais être vraiment simple et clair. Ce n'est ni le Quai d'Orsay, ni l'Élysée qui nous oblige à faire certaines choses. Si vous savez ce que vous avez à faire, vous pouvez le faire. Si les choses ne marchent pas, il ne faut pas tout le temps aller voir à l'étranger. C'est notre faute à nous. Il faut le savoir. C'est notre faute à nous. Comme on le dit fréquemment, qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et le mot pour le dire arrive aisément. Si nos chefs d'État savent ce qu'ils ont à faire pour leur pays, quelles que soient les contraintes extérieures, ils peuvent les gérer. Ils peuvent faire le bonheur de leur pays. Mais vous venez de le dire, vous avez parlé de la zone francophone, mais vous avez bien fait. Regardez ce qui se passe dans la zone lusophone, voire anglophone. Ça se passe nettement mieux. Vous avez des pays comme le Ghana qui sont déjà sur la dynamique de la démocratie. Ça, il faut le savoir. Les choses se passent plutôt bien. Parce que les chefs qui sont à la tête de ces pays, les dirigeants qui sont à la tête de ces pays, ils savent ce qu'ils ont à faire pour leur pays. Est-ce que M. Sassou Nguesso sait ce qu'il a à faire pour son pays? Je dis non. De toute façon, un tyran, ce qui l'intéresse, c'est son plaisir. Lui, c'est le plaisir de faire, de s'amuser. D'abord, il n'y a que des fêtes au Congo. Même pour aller s'incliner devant la tombe de sa fille, c'est tout le gouvernement qui doit se déplacer, alors que sa fille n'était ni à l'exécutif, nulle part ailleurs. Mais parce que c'est la fête. On est allé construire un hôtel de 4 étoiles.
de 5 étoiles à Oyo, mais Oyo, il n'y a personne. Mais pourquoi un hôtel de 5 étoiles? Parce que pour la fête, quand les gens doivent venir, il faut quand même qu'ils soient logés quelque part. C'est pour ça, c'est la fête. Ça, c'est le tyran. Lui, c'est la fête, c'est le plaisir, et le plaisir de son clan. C'est tout. Donc, nous avons à la tête de nos pays des dirigeants qui ne veulent, ou qui refusent, ou qui ne veulent pas comprendre ce qui se passe. Bon, je ne nie pas le fait qu'il y a certains qui sont essayés, mais effectivement, où les forces extérieures sont venues également stopper le départ. Ça, je ne le nie pas. Je pourrais parler du cas du Congo. Le Congo où j'étais moi au gouvernement. Il faut quand même savoir, il y a eu la guerre, j'allais dire domestique, mais vous avez bien vu quand même qu'il y a eu des troupes étrangères qui se sont mêlées à cette guerre. Mais c'était des groupes étrangers qui étaient commandités de l'extérieur. Ça arrive. Mais quoi qu'il en soit, si ça ne marche pas chez nous, c'est notre propre faute. Alors, la division de l'opposition à plusieurs candidats, je voudrais vous dire, en ce qui me concerne, bien sûr, je ne souhaitais pas cette division, et pour être plus clair avec vous, hein, je ne souhaitais même pas qu'on aille aux élections. Bien. Mais ceux qui sont sur le terrain se sont retrouvés, ont décidé de faire comme ça. J'ai soutenu, je ne dois pas nier ici. Alors, cette stratégie de 5 candidats, est-ce qu'elle était mauvaise, est-ce qu'elle était bonne? Mais je peux vous dire, M. Bedel, quelle a été la stratégie? M. Denis Sassou Nguesso allait toujours tricher. Donc, ne perdons pas le temps pour savoir si la stratégie est bonne. Quelle que soit la stratégie qu'ils auraient pu prendre, le résultat est exactement le même. La contradiction performante. Performative. De M. Charles Bourg. Je crois que c'est à lui que vous devriez poser cette question. Voilà, je suis mal à l'aise pour répondre, n'est-ce pas, à cette question. Maintenant, si maître veut dire un petit mot, voilà. Oui, je crois que c'est une question de philosophe. Parce que moi, je ne suis pas philosophe, moi. Moi, je suis pratique, moi, je vais sur le terrain. Alors, en plus, si on avait utilisé le français simple ou le français facile, on aurait utilisé les termes des marxistes de l'époque qui parlaient de contradiction principale et la contradiction principale ou secondaire. Alors, je pense d'ailleurs que M. Boukebene a déjà répondu à cette question, puisque dans une des questions posées notamment par M. Malou Malou, on demandait pourquoi il y avait... l'opposition était plus ou moins divisée. Bon, il y avait une dissonance à l'intérieur de l'opposition. Et la réponse a été donnée. Je ne ferai pas d'autres commentaires, sinon dire que l'opposition ou la position qui triomphera, c'est celle qui sera en phase avec les forces populaires. Et je crois qu'on le sous-estime, ou alors M. Sassou le sous-estime. Rien, mais alors rien ne sera plus comme avant. Merci, maître. J'en viens à la question de M. Abba. La situation au sein de l'armée congolaise, les FAC, les forces armées congolaises qu'on appelle les FAC. D'abord, je dois vous dire, ce n'est peut-être pas une révélation, tel que le système de M. Denis Sassou Nguesso est organisé au niveau des forces, l'armée, les FAC, les forces armées congolaises, à la limite, ne sont pas armés du tout. Il y a une armée, mais ils ne sont pas armés. Parce que toutes les forces se trouvent entre les mains des milices ou des mercenaires, installés à Tchambicho. Les forces se trouvent entre les mains, n'est-ce pas, de la police, animée par M. Ndengue. Et il y a des supplétifs qu'on appelle, comme ce qu'ils appellent les ninjas, et les cobras, et des choses comme ça. Voilà. Donc, l'armée, en termes simples, est démunie. Mais dans l'armée, il y a des républicains. Les républicains existent. Il y en a qui sont sortis quand même des écoles
militaires des pays démocratiques qui ont à cœur de défendre le peuple. Peut-être que le moment venu, cela se fera. Voilà. Au niveau de la société civile, vous voyez, au Congo, ou vous êtes avec Sassou, ou vous êtes contre Sassou. C'est comme ça, c'est le 0 ou le 1 qu'on fait en informatique. Parce que M. Sassou ne peut pas supporter la moindre critique. Et donc, tous ceux qui se sont essayés à organiser une société civile forte ont été immédiatement arrêtés ou brimés. Ce qui fait qu'au niveau du Congo-Brazzaville, maintenant, ça bouge quand même. Parce que, comme a dit Maître, plus rien ne sera comme avant. Parce qu'avant, les syndicats, ou bien vous êtes avec M. Sassou, ou vous n'existez pas. D'abord, c'est la culture du parti unique qui prédomine dans notre pays, où les syndicats, ce n'étaient pas des syndicats, c'était des organes affiliés au parti unique. Et nous sommes dans la même organisation. Donc, je reconnais que notre société civile au Congo-Brazzaville est faible. Elle n'est pas aussi organisée que celle que nous avons vue au Burkina Faso, par exemple. Mais attention, les voix s'élèvent. Il ne faut pas oublier ça. Les gens s'organisent. Il ne faut pas oublier ça. Ça va peut-être prendre du temps, mais je suis sûr qu'on y arrivera. Est-ce que l'opposition est prête à affronter Sassou? Alors, M. Dimitri demandait si on était prêt à affronter Sassou, mais ce que je suis en train de faire, c'est justement cela. Nous sommes prêts à affronter Sassou. Mais attendez, le problème des dictateurs, c'est qu'ils ont parfois un voile. Ils sont dans une bulle, ils pensent toujours que ça n'arrive qu'aux autres, que eux, ça ne peut pas leur arriver. Ils se trompent. On a vu des gens plus puissants que ça partir. Parce que lorsque le peuple se lève, l'armée que j'appelle l'armée céleste, c'est-à-dire l'armée du peuple, cette armée-là est invincible. Vos armes de destruction massive peuvent, n'est-ce pas, ne pas vaincre cette armée. Donc, nous sommes décidés à nous opposer à Denis Sassou Nguesso et à le combattre. Et c'est ce que je suis en train de faire, et c'est ce que toute la diaspora congolaise est en train de faire ici. Sortie honorable, qu'est-ce que vous entendez par sortie honorable? Alors, sortie honorable, effectivement, ça peut prêter à confusion. Attendez, nous disons de manière claire que nous sommes opposés au hold-up électoral qui s'est passé. Ça, c'est clair. Nous disons que les malheurs du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso et son clan. Ça, c'est clair. Denis Sassou Nguesso est un tyran. Ça aussi, c'est clair. Nous cherchons les voies et moyens pour libérer notre pays de cette tyrannie. Que faire? Les gens peuvent imaginer par les armes, les gens peuvent imaginer par l'insurrection, mais on peut imaginer aussi par la négociation, par la concertation. Comme je l'ai dit, en Afrique, chez nous, tous les problèmes sociétaux ont un problème. Le problème ici, c'est que c'est M. Sassou Nguesso qui ne comprend pas ça. Parce que ça fait depuis des années qu'on lui demande le dialogue. Ça fait des années qu'on lui demande le dialogue. Ça fait des années qu'on lui demande la concertation. Mais il n'y a rien à faire. Comme un char, il continue de foncer. Il continue de foncer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons bien entendu essayer par la concertation, en impliquant, comme je venais de le dire, des médiateurs, de préférence africains, et éventuellement épaulés par les pays démocratiques, dont la France, pourquoi ne pas citer la France, pour le convaincre à partir, à libérer. Maintenant, comme il faut quand même le comprendre, lui, il est dans une situation, il sait tout le mal qu'il a fait pour le pays. Il sait ce qui se passe pour ceux qui font les crimes de génocide.
Il sait où ça se termine. Il est dans un état, il est bien entendu, il a peur. C'est quand même un humain malgré tout. Alors, devant cet humain qui a des armes de destruction massive, que faut-il faire? Nous n'entendons pas, en tout cas pour l'instant, utiliser des armes contre lui. Nous n'entendons pas créer des désordres qui vont encore créer plus de morts pour rien. Nous disons à cette étape, il faut discuter avec lui. Si c'est à cause de la peur qu'il ne veut pas partir, on dit, ben, restez tranquille, on va quand même vous sortir, on vous sort, et éventuellement on va regarder tous les autres problèmes, mais vous sortez d'abord. C'est ça notre stratégie. Il faut qu'il sorte. Parce que tant qu'il restera là, mais le Congo n'aura que des problèmes, il y aura encore plus de morts. Donc, moi, ma conviction, c'est celle-là. Si M. Denis Sassou Nguesso peut me dire, écoutez, moi, je vais partir, est-ce que vous allez m'amener à la CPI? Je peux dire, nous ne sommes pas obligés de t'amener à la CPI, mais pourvu que tu partes. Tu pars. Tu pars, tu laisses les Congolais, il y en a plein qui peuvent gérer ce pays-là et le gérer autrement. Voilà. Maintenant, tout le reste, on verra. Mais moi, mon idée est claire. M. Sassou Nguesso, il faut qu'il parte. C'est ça. Comment? Ah ben où il veut, il va où il veut. On va prendre là où les dernières questions. Donc là où la dernière question. Oui, bonjour. C'est simplement pour revenir sur un des termes que vous avez utilisé plusieurs fois. Je suis Julien Wagner, journaliste indépendant. Vous avez parlé d'insurrection. Insurrection, par essence, c'est un soulèvement populaire armé. Est-ce que vous avez dit que le peuple congolais avait le droit à l'insurrection parce qu'il était massacré? Est-ce que vous appelez le peuple congolais à prendre les armes contre le régime de Sassou Nguesso? Et est-ce que vous seriez prêt à participer de l'extérieur au financement d'une telle action? C'est monsieur Wagner. Wagner. Bonjour, monsieur le ministre, c'était juste la dernière question. Si vous pouviez la faire après. Le 15. Oui. Le président Sassou prête serment. Le 16. Le 16, ouais, le 16. C'était le 15. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur D'accord. le ministre? Merci. Et moi, j'ajouterai, si ça ne vous dérange pas. Non, pas du tout. On a vu, parce que quand je regarde votre dossier de presse, c'est digne d'un candidat à la présidentielle. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est, on a vu un candidat au Niger qui est parti de France, sachant qu'il avait une menace sur une épée de Damoclès sur la tête. Il est quand même rentré, il s'est présenté à la présidentielle, il a fini deuxième de la course. Est-ce que vous n'auriez pas pu vous présenter? Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté? Merci. Je viens d'abord à la première question sur l'insurrection. Ce que je vous ai dit, moi, dans ma conception, ça, c'est l'étape ultime. C'est-à-dire que si on ne peut plus rien faire, il faut l'envisager. Pourquoi devrais-je me gêner d'envisager une telle hypothèse? Si cette hypothèse, si c'est la seule qui va nous rester, et je m'impliquerai, bien entendu. Je crois que je répondrai à votre question. Merci. Alors, que faire le jour de la prestation de serment? Je crois que vous savez ce qui se passe dans notre pays. La prestation de serment de Denis Sassou Nguesso, qui pour moi c'est un non-événement, puisque je conteste tout ce qu'il est en train de faire, pour moi c'est un non-événement. Il peut le faire aujourd'hui, demain, après-demain, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, il n'est pas président du Congo-Brazzaville. Il n'a qu'à prêter son serment comme il veut dans sa chambre, chez lui, il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc ça ne m'intéresse pas. Maintenant, bien entendu, le peuple peut ne pas être content de cela et tenter peut-être de faire une manif, pourquoi pas. Mais comme vous venez de le constater, le fait que Mme Mounari ait déclaré
qu'elle va se présenter au boulevard des Armées le 15, quoi qu'il arrive. Vous savez ce qu'ils ont fait? Je venais de vous le dire. Alors, aussitôt, c'est les forces, les milices de Sassou et la police de Sassou qui ont encerclé son domicile. Il va essayer de le faire comme ça, là. Tous ceux qui vont essayer de faire, il va faire comme ça, là. Voyez-vous? Moi, pour ma part, pas la peine que les gens meurent pour cette cérémonie de prestation de service. Il n'a qu'à faire. On le laisse tout seul là-bas. La preuve, quand il a proclamé les élections, c'était à 2 h du matin, au moment où les gens dorment. Ouais. Et ça s'est passé où? Et ça s'est passé non pas au ministère de l'Intérieur, ça s'est passé au siège du PCT. Et comme disait quelqu'un, je crois, et d'ailleurs c'est le général, je crois qu'il a dit, même quand on parlait de faire des recours, mais encore faut-il connaître les résultats officiels. Tout ce qui s'est passé, c'est, on a dit qu'il a dit qu'il a gagné, on a dit que, mais il n'y a aucun papier, il n'y a rien. C'était même difficile, n'est-ce pas, de faire des recours. Voyez-vous? Alors, donc moi je dis, son histoire, bon, il n'a qu'à le faire. Hein. Ouais, ça ne me concerne pas. Quelle autre question? Ah, Kemayou. Comme vous le savez, je suis en exil en France. Monsieur Denis Sassou Nguesso, par ma faute, engrange beaucoup d'argent aujourd'hui parce que je fais le travail en amont, de faire les contrats de partage de production pour lesquels il gagne beaucoup d'argent. Et comme récompense, c'est de me foutre en exil et de me condamner. Sachez que je suis condamné par M. Denis Sassou Nguesso. Il ne veut pas me voir au pays. Bien sûr, j'aurais pu faire comme celui qui est le Nigérien, Amamadou, aller me constituer prisonnier. Mais attention. Un martyr doit servir à quelque chose. Être martyr pour ne rien laisser au pays, ça ne sert strictement à rien. Parce que M. Sassou Nguesso est avant tout un assassin, il faut que vous le sachiez. Dans le cas d'espèce, si je mets pied au Congo, dans les 3 mois qui suivent, vous apprendrez que je suis tombé de mon lit et je suis mort. Et c'est ça. J'estime que je n'ai pas besoin de faire comme ça. Ça ne sert strictement à rien. Mais je veux le combattre. Être président de la République, ce n'est pas ça mon ambition. Mon ambition à moi, c'est le pays d'abord. C'est le Congo. Même s'il y a un autre à la tête, s'il vient pour qu'on fasse le Congo, écoutez, moi je veux le suivre. C'est le Congo. L'unité nationale, ça, c'est chevillé au corps. Pour moi, ça ne se négocie pas. Il faut l'unité nationale. Il faut que ceux qui vont assurer l'alternance sachent qu'ils ne doivent plus faire comme Sassou Nguesso. Il faut qu'ils développent le pays. Regardez, mais nous sommes dans un pays où la jeunesse n'a plus d'horizon. Mais imaginez-vous un pays qui a autant d'argent, qui a eu autant d'argent. Mais l'école n'existe pas. D'abord, M. Denis Sassou Nguesso a peur de la connaissance. Il a peur de la connaissance. Dès que vous connaissez, dès que vous le dites, ça, il n'aime pas ça. Il veut rester avec la médiocrité, et ça, c'est son problème. Alors que la jeunesse, l'école, c'est le fondement même d'un État. S'il n'y a pas d'école, il n'y a plus d'État, c'est fini. Et on est dans un pays où il n'y a plus de vertu. Et comme avait dit quelqu'un, lorsque cesse la vertu, l'État est une pourriture. La République est une pourriture.